Salutations voyageurs temporels. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Doctor Who, pour reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Il y a quelques mois, nous finissions la vidéo sur Jon Pertwee, le 3e Docteur. Il est grand temps désormais de parler de son successeur, le 4e Docteur, incarné par Tom Baker. En effet, lorsque Roger Delgado, interprète du premier maître, mourut tragiquement dans un accident de voiture, Jon Pertwee en fut très affecté. En effet, ces deux-là étaient des amis de longue date, et il ne se voyait pas continuer de jouer le Docteur sans lui. Il fallut alors lui trouver un successeur, et c'est en la personne de Tom Baker, qui avait fait quelques petits rôles au cinéma, et s'étant retrouvé sans emploi, qu'il postula pour jouer le Docteur, et fut accepté. Il prit alors le rôle à 40 ans, et fut le Docteur qui est resté le plus longtemps à l'écran, 7 ans, un record toujours inégalé aujourd'hui. C'est le Docteur le plus populaire en Grande-Bretagne. Ayant passé une bonne partie de sa 3e incarnation enfermé sur Terre, ce 4e Docteur a une grande soif de liberté, et un désir de s'émanciper des Time Lords. À l'instant même où il se régénère, c'est une pile électrique qui ne tient pas en place et qui s'empresse de rejoindre son TARDIS pour retourner parcourir l'univers. Il est très expressif et souriant, un sourire comparable au chat de Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles, et il est assez taquin avec ses compagnons. Il peut passer du calme à l'excentricité en une fraction de seconde et peut sympathiser même avec ses ennemis en leur offrant des Jelly Baby, ses bonbons favoris. On a affaire à une sorte de bohémien de l'espace qui aime se faire passer pour plus bête qu'il ne l'est et qui fait de l'humour même en danger de mort, souvent pour faire baisser la garde à ses adversaires pour mieux les surprendre. Il a toujours quelque chose dans ses poches, on se demande parfois si elles ne sont pas plus grandes à l'intérieur, et son côté comique, gaffeur, toujours optimiste, a quelque chose de rassurant qui lui permet de se mettre les gens dans sa poche. Il peut quand même parfois être imbu de lui-même. Quand un de ses compagnons dit quelque chose de brillant, parfois il va le répéter comme si c'était une idée à lui. Il ne se rend pas toujours compte que ses compagnons peuvent aussi être compétents, voire plus que lui. Cumulé à ça, les taquineries qu'il lance à ses compagnons, cela crée des liens forts entre eux, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, c'est un Docteur très populaire. Au niveau de son style vestimentaire, ce Docteur porte une chemise blanche, des bottes, un gilet, une redingote, un chapeau à large bord et surtout, son immense écharpe, aujourd'hui iconique. On se demande comment il fait pour ne pas se prendre les pieds dedans, et cet aspect pas pratique renforce son côté touriste, qui peut endormir la méfiance de ses ennemis. Lors de sa dernière saison, il abordera un ensemble rouge-bordeaux, mais toujours dans le même style. Enfin, à l'instar de ses deux précédentes incarnations, le Docteur est toujours accompagné de son fidèle tournevis sonique, qui l'aide dans des situations où il est enfermé, où il a besoin d'ouvrir un verrou, mais il s'en sert quand même beaucoup moins qu'avant, ce Docteur étant déjà moins fan de gadgets que l'était Jon Pertwee. Et c'est tout pour notre Docteur, on va bientôt pouvoir passer à ses compagnons, à commencer par celle qu'elle accompagnait déjà à sa 3e incarnation, Sarah Jane Smith. Qu'on soit d'accord, j'apprécie Sarah Jane Smith. C'est une journaliste intrépide, courageuse, intelligente et curieuse. Une parfaite compagne pour le Docteur. Mais je trouve quand même qu'elle est un peu surcotée. Tout le monde parle d'elle comme une compagne ultime, alors que pour moi, elle est quand même assez banale, elle n'a pas vraiment de choses pour se démarquer des autres. Si ce n'est qu'elle est restée assez longtemps dans la série et qu'elle a pu revenir dans la New Who. Mais sinon, je vois pas vraiment en quoi elle se démarque. Pour moi, c'est une bonne compagne, mais les autres compagnes de l'ère Tom Baker sont pour moi supérieures à elle. Sarah Jane arrivera assez bien à se familiariser avec le concept de régénération, suivant ce Docteur excentrique dès l'instant où il veut partir. Elle partira avec le Docteur quittant Unit, accompagné de Harry Sullivan, médecin à Unit, qui était chargé de veiller sur le Docteur après sa régénération. Il suivit le Docteur dans son TARDIS, plus par scepticisme, il avait du mal à croire en concept de voyage dans le temps, et accepta de suivre le Docteur et Sarah Jane dans leurs aventures. C'est un compagnon sympathique, son côté macho et un peu vieux jeu donnait des scènes assez sympathiques avec Sarah Jane, faisant de lui un compagnon assez populaire. Il était censé servir de nouveau compagnon gros bras pour accompagner le Docteur, mais voyant que Tom Baker était tout à fait capable de gérer ces situations, Harry ne resta finalement qu'une seule saison. À la fin de l'épisode Terror of the Zygon, Harry Sullivan semble en avoir un peu marre du TARDIS. En effet, quand le Docteur lui propose de repartir à l'aventure, il décide finalement de rentrer en train, mettant fin à ses aventures dans l'espace. Sarah Jane voyagera avec le Docteur jusqu'à l'épisode The End of Fear, où à la fin de l'épisode, le Docteur recevra un appel des Seigneurs du Temps sur sa planète Gallifrey. Docteur ne souhaitant pas emmener Sarah Jane sur sa planète, le Docteur dira donc à Sarah que leurs aventures s'arrêtent ici. C'est alors leur cœur gros, sans jamais vraiment s'avouer l'un l'autre que la fin du voyage les peine, que Sarah Jane quittera le TARDIS, le regardant décoller au loin, et rentrera chez elle à contre-cœur. Après avoir réglé ses problèmes sur Gallifrey, le Docteur rencontrera une nouvelle compagne dans l'épisode The Face of Evil, en la personne de Leela, une femme guerrière de la tribu Savatim,
est pour moi un des meilleurs compagnons de la série. Elle contraste totalement avec les compagnes habituelles comme pourrait l'être Sarah Jane, sorte d'assistante du docteur, compétente, mais se tenant vraiment à ce rôle d'assistant. Lila, elle, n'a rien à voir. C'est une guerrière impulsive qui aime se battre et qui n'hésite pas à se servir de son couteau sur ses ennemis, dont l'impulsivité a beaucoup marqué les fans de Doctor Who, qui l'apprécient pour cela, et dont la tenue particulièrement courte a beaucoup plu au papa de l'époque. Elle apprendra énormément au côté du docteur, elle y apprendra alors les bases de la science, qui pour elle était jusque-là une sorte de magie tabou, et son instinct de guerrière couplé à ses prouesses physiques ont très souvent aidé le docteur. Pour une fois, c'est une femme qui fait le gros bras de la bande, et ça fait plaisir de voir du changement. Malheureusement, elle n'échappera pas à la règle des départs de compagnons pourris. En effet, à la fin de l'épisode Arc of Infinity, elle décidera de rester sur Gallifrey étant tombée amoureuse d'un garde gallifréen qu'elle avait rencontré 20 minutes plus tôt, et décidera alors de quitter le docteur. On a du mal à comprendre ce choix, surtout que Louise Jameson, actrice de Lila, avait plutôt opté pour un sacrifice de la part de son personnage, chose qui aurait beaucoup mieux collé je trouve. Elle n'en restera pas moins ma compagne préférée de l'ère Tom Baker. Durant ses voyages avec Lila, le docteur a adopté K9, un ordinateur prenant la forme d'un chien robot, devenant un peu la mascotte du TARDIS, mais ayant également beaucoup de compétences, que ce soit pour analyser quelque chose, faire des probabilités, tout ce qu'un ordinateur puissant pourrait faire en fait. C'est un allié précieux et un bon compagnon de route pour le docteur, même si sa voix un peu criarde a tendance à un peu m'énerver. Il restera sur Gallifrey avec Lila, lorsque celle-ci quittera le TARDIS. Le docteur créera alors un nouveau modèle de K9, identique au précédent pour l'accompagner. Lors de la 16e saison, le docteur se verra confier une tâche par le Gardien Blanc, une sorte de demi-dieu qui ressemble au colonel Sanders, qui confiera au docteur une tâche, retrouver les morceaux de la Key to Time, un puissant artefact capable de contrôler le temps, avant que son rival, le Gardien Noir, ne s'en empare avant lui. Pour assister le docteur, il chargera alors une Time Lady, Romana Dvoratrelundar, abrégée en Romana, qui devra l'assister et l'aider dans sa quête pour réunir les 6 fragments de la clé du temps. Romana est une des compagnes les plus compétentes qu'on ait pu voir dans la série. Déjà, le simple fait qu'elle vienne du Gallifrey lui confère énormément de connaissances, les particularités du docteur n'ont aucun secret pour elle, et elle n'a d'ailleurs d'assistante que le nom. Elle est parfois même plus compétente que le docteur, trouvant souvent la clé de l'énigme avant lui, qui va juste se contenter de répéter pour faire croire que c'est une idée à lui. Mais malheureusement, son personnage évoluera dans le mauvais sens, puisqu'elle quittera son côté Marissou pour devenir une sorte de femme en détresse, ce qui ne plaira pas vraiment à l'actrice, qui quittera alors la série à la fin de la saison 16, mais son personnage ne disparaît pas, puisqu'au début de la saison 17, elle se régénère sans aucune vraie raison. Elle sera interprétée cette fois-ci par l'actrice Lala Ward, qui interprétera du coup ce qu'on appelle communément Romana 2. Une Romana beaucoup plus souriante, avec une très bonne alchimie avec le docteur, ce qui s'explique surtout parce qu'à l'époque, ces deux-là sortaient ensemble. C'est une compagne très rafraîchissante, toujours aussi compétente, et son grand sourire fait plaisir à voir. On ressent vraiment les liens forts qu'il a liés au docteur. Au fur et à mesure que les saisons avancent, Romana s'éloignera de l'archétype de l'assistante, désirant s'émanciper du docteur et de Gallifrey, où elle ne souhaite pas du tout y retourner. C'est durant la trilogie de l'E-Space, où le docteur et Romana sont piégés dans un univers alternatif, qu'elle décidera de rester pour aider une tribu d'hommes lions à reconstruire leur civilisation. En effet, elle a envie de se rendre utile, et plutôt que de suivre le docteur en tant qu'assistante, elle préfère elle-même devenir une sorte de docteur pour aider les gens, et c'est ainsi qu'elle fera ses adieux au docteur, qui lui confiera alors la deuxième version de K9, et ils quitteront tous les deux le TARDIS, une fin qui aurait pu être beaucoup plus émouvante s'il n'avait pas été complètement rushé, mais bon, on a l'habitude des départs de compagnons un peu pourris de l'ère classique. C'est d'ailleurs dans l'univers de l'E-Space que le docteur et Romana feront la connaissance de Adric, sur la planète Alzarius, un adolescent brillant et expert en mathématiques, faisant partie d'un groupe d'ados rebelles mené par son frère. Après la mort de ce dernier, Adric n'aura plus de raison de rester sur Alzarius et infiltrera le TARDIS en tant que passager clandestin et deviendra ensuite, dès l'épisode suivant, un compagnon du docteur. En plus de ses connaissances mathématiques, Adric possède un code génétique un peu spécial qui a accru sa capacité de régénération. Ses capacités intellectuelles sont très utiles au docteur, mais Adric a tendance à se laisser mener par ses émotions, se faisant parfois utiliser par les ennemis du docteur. Malgré son intelligence, il reste un adolescent avec un besoin de reconnaissance, qui lui sera apporté par le 4e docteur, avec qui il aura une relation de maître-disciple, un peu comme un padawan. Le docteur pourra se montrer assez dur envers lui, mais je pense que c'est surtout parce qu'il le voit comme un apprenti et qu'il a envie de le former. Après avoir quitté Romana et K9, le docteur et Adric se rendront sur Traken, où ils affronteront le maître,
et seront aidés de Trémas et de sa fille Nyssa. Malheureusement, à la fin de l'épisode, le maître réussit à voler le corps de Trémas pour se régénérer. Nyssa se retrouvant orpheline, elle voyagera désormais aux côtés du docteur. C'est une jeune fille calme et intelligente, mais étant donné que c'est plus une compagne du 5e docteur, nous ne l'évoquons que très peu ici. Tout comme Tigan Jovanka, dernière compagne du 4e docteur, introduite dans l'épisode Logopolis. Il s'agit d'une jeune hôtesse de l'air un peu étourdie, qui est rentrée dans le TARDIS par erreur, croyant que c'était une vraie cabine de police. Elle sera malgré elle mêlée à l'intrigue qui opposait le docteur et le maître, et se trouvera donc malgré elle compagne du 4e docteur. Tout comme Nyssa, elle est tellement peu apparue aux côtés du 4e docteur que nous la développerons plus lors de l'épisode sur Peter Davison. Passons maintenant aux adversaires que le docteur va rencontrer durant sa 4e incarnation. Il y en a eu beaucoup en 7 ans, et nous ne pourrons pas tous les lister. On va commencer par les classiques que l'on connaît déjà, les Daleks, qu'on ne présente plus, les Sontariens, ces hommes au visage de pommes de terre pour qui combattre est leur seul plaisir, ou encore les Cybermen. Ces trois-là, on les connaît. Nous verrons la première apparition des Zygons, ces aliens ressemblant à des poulpes humanoïdes, capables de prendre l'apparence de n'importe qui. Le docteur affrontera Sutekh, un dieu égyptien qui se révèle finalement être un extraterrestre, un être au pouvoir cosmique qui s'est retrouvé scellé à l'intérieur d'une pyramide sur Mars et qui attaque le docteur avec ses momies. On verra aussi la première apparition de Davros, l'homme qui a créé les Daleks, un scientifique fou ressemblant un peu à Palpatine, qui deviendra un des plus grands ennemis du docteur et qui voudra sans cesse améliorer les Daleks pour qu'ils puissent enfin éradiquer toute autre race dans l'univers. Le docteur affrontera également Morbius, un autre seigneur du temps criminel qui avait été exécuté, mais dont un scientifique a réussi à sauver un de ses cerveaux et l'a placé dans un nouveau corps bestial, et qui s'opposera alors au docteur et Sarah Jane. Il affrontera aussi le Fendal, une créature peuplée de plusieurs entités, capable d'aspirer la vie elle-même, et qui était si dangereuse que les seigneurs du temps eux-mêmes ont tenté de le détruire. Il s'opposera aussi à Magnus Grill, un criminel de guerre se cachant à l'ère victorienne, le gardien noir, l'ennemi du gardien blanc, qui veut s'emparer de la clé du temps pour mettre le chaos dans l'univers, Scaros, le dernier des Zagaros, un extraterrestre qui s'est retrouvé éparpillé dans l'histoire de la Terre, dont l'une de ses formes se fait passer pour le comte Scarlioni, qui souhaite s'empérer de plusieurs versions de la Joconde et de les revendre pour s'acheter une machine à voyager dans le temps et empêcher son vaisseau d'exploser, ce qui conduirait à l'extinction de la race humaine. Le docteur aura aussi pour adversaire Meglos, une créature cactus pour en prendre l'apparence du docteur, qui sera alors condamné à sa place pour ses crimes. Je ne peux pas citer tous les adversaires du 4e docteur, il y en a beaucoup trop, mais je ne pouvais pas finir sans m'arrêter sur le grand retour du maître. Après le départ de Roger Delgado, le maître est revenu sous une forme cadavérique, expliquée par le fait qu'il est arrivé au bout de ses régénérations et qu'il doit, s'il veut continuer à vivre, dérober le corps du docteur pour lui voler ses régénérations restantes. Il devra cependant se rabattre sur le corps de Trémas, dont l'anagramme est évidemment le mot Master, et se régénérera sous les traits d'Anthony Ainley, qui restera le maître jusqu'à la fin de la série classique. Nous allons maintenant évoquer quelques épisodes que je vous conseille de regarder si vous voulez découvrir ce docteur. Commençons par l'incontournable Genesis of the Dalek, qui raconte du coup l'origine des Daleks, où nous rencontrons leur créateur pour la première fois, Davros. Dans cet épisode, le docteur est envoyé sur Skaro, la planète des Daleks, par les seigneurs du temps, dans le but de détruire les Daleks à leur origine, en empêchant de les créer. C'est là qu'il rencontrera Davros pour la première fois, et qu'il deviendra un ennemi incontournable du docteur, au même titre que le maître. Je recommande aussi l'épisode The Brain of Morbius, un épisode un peu horrifique, où le docteur affrontera Morbius, un ancien seigneur du temps condamné à mort, et ramené à la vie par un scientifique fou, une histoire à la Frankenstein assez sympathique. Si comme moi vous appréciez le lore, vous serez obligé de regarder le premier épisode sur Gallifrey, The Deadly Assassin, où nous retrouvons le maître que l'on croyait mort, ayant assassiné le président de Gallifrey et faisant porter le chapeau au docteur. Cet épisode nous permet de véritablement rencontrer les seigneurs du temps, la race du docteur, et de comprendre pourquoi ils tenaient tant à s'échapper de cette planète. Les amateurs de Sherlock Holmes ne pourront pas passer à côté de l'épisode The Talons of Weng Chiang, où le docteur et Lila se retrouvent dans un théâtre dans le Londres victorien, devant affronter une secte chinoise du nom de Scorpion Noir, dévouée au grand dieu Weng Chiang. Autre épisode sur Gallifrey, The Invasion of Time. Dans cet épisode, le docteur est sacré président de Gallifrey et devra jouer un double jeu piégeant même les spectateurs pour repousser une invasion
qui est sur le point de se produire sur Gallifrey. S'il n'y avait qu'un seul épisode de la série classique que je devais vous conseiller, ce serait bien City of Death, tellement il est devenu culte. Déjà, il se déroule à Paris, dans notre bonne vieille France, mais surtout le scénario nous tient en haleine et les personnages sont tous bons. On ne s'ennuie pas une seule seconde durant toutes les parties. Le méchant Scaros a vraiment quelque chose de flippant, et son plan de dérober plusieurs Jocondes est totalement débile, mais en même temps a du sens. Et c'est pour moi tout ce qui fait l'essence de Doctor Who. Enfin, je vous conseille l'avant-dernier épisode de Tom Baker, The Keeper of Traken, où le maître a réussi à se faire passer pour une sorte de demi-dieu sur la planète Traken, dans le but de se voir offrir des pouvoirs divins, et ainsi voler le corps du docteur pour obtenir ses régénérations restantes. Vous avez maintenant quelques épisodes pour vous familiariser avec ce docteur. Désormais, il est temps de passer à la dernière partie, la fin du 4e docteur. Durant l'épisode Logopolis, le docteur et le maître devront s'allier pour empêcher la destruction de l'univers, mais ce n'est pas le genre du maître de jouer les bons samaritains, et il finira par trahir le docteur. Ces deux-là se battront alors au sommet d'un radiotélescope. Le docteur parviendra à empêcher le maître d'arriver à ses fins, mais ses actions auront un prix, et le maître parviendra à faire chuter le docteur du haut du radiotélescope. Ce dernier s'écrasera au sol, et sa chute lui sera fatale. Le docteur sait qu'il va mourir, et c'est là qu'un personnage apparaît, le Watcher, une silhouette blanchâtre très énigmatique qui avait suivi le docteur de loin durant tout l'épisode. Encore aujourd'hui, je ne comprends toujours pas trop ce qu'était ce Watcher. Nyssa semble dire qu'il était le docteur lui-même, puisque quand le docteur comprend qu'il va mourir, le Watcher fusionne avec lui, ce qui permet au docteur de se régénérer devant Adric, Nyssa et Tegan, prenant les traits de Peter Davison, qui deviendra le 5e docteur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour un prochain docteur. D'ici là, portez-vous bien. Geronimo!